Depuis la nuit des temps, on cherche tous des moyens de tenir le coup quand les choses tournent mal. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle exploration, on va se pencher sur une philosophie absolument fascinante. C'est un courant de pensée qui est littéralement né des ruines d'une catastrophe et qui, contre toute attente, reste aujourd'hui l'un des outils psychologiques les plus puissants pour naviguer dans notre monde moderne, hyper stimulé et, avouons-le, souvent très chaotique. Alors, pour bien comprendre, il faut faire un saut dans le temps, vers 301 avant notre ère. On a ce jeune et riche marchand phénicien, Zénon de Kition. Un jour, en plein voyage d'affaires, son navire s'échoue violemment près d'Athènes. Il perd tout, mais vraiment tout, y compris une cargaison inestimable de teinture pourpre. Le voilà bloqué, totalement ruiné, et c'est là, en se réfugiant dans une petite boutique d'Athènes, qu'il tombe sur des écrits philosophiques. Des années plus tard, en repensant à ce désastre total, il sortira cette phrase magnifique: « En faisant naufrage, j'ai fait une belle navigation. » Mais comment c'est possible? C'est la grande question. Comment la faillite absolue d'un simple marchand a pu donner naissance à une matrice intellectuelle qui a fini par guider les empereurs romains et qui, des millénaires plus tard, continue de libérer les esprits de l'anxiété? C'est exactement le parcours qu'on va retracer ensemble aujourd'hui. Au menu de notre analyse, on va voir le naufrage fondateur, dissiper la grande confusion des deux Zénons, retracer l'évolution du stoïcisme, plonger dans ses grands principes et vertus, comprendre sa renaissance aujourd'hui et bien sûr finir avec des exercices très pratiques. Première étape, le naufrage fondateur et la fameuse Stoa Poikile. Après son accident, Zénon n'est pas resté à se lamenter. Il a étudié avec les esprits les plus brillants de son époque avant de commencer à enseigner lui-même sous une colonnade d'Athènes qu'on appelait le portique peint ou Stoa Poikile. Et voilà d'où vient le mot stoïcisme. Deuxième point, le paradoxe des deux Zénons. Alors là, il faut absolument faire une pause pour remettre les pendules à l'heure sur un énorme quiproquo historique. C'est fou le nombre de fois où on mélange tout. D'un côté, on a notre Zénon de Kition, l'ancien marchand dont on vient de parler. Son truc, c'est le pragmatisme, l'éthique, la résilience face à la réalité. Et de l'autre, on a Zénon d'Élée, né plus d'un siècle plus tôt. Lui, la morale, c'était pas vraiment son rayon. Son objectif, c'était de prouver que le mouvement et le changement n'étaient que de pures illusions à travers des paradoxes mathématiques qui rendent un peu fou. Bref, ce sont deux salles, deux ambiances. Vous connaissez peut-être son paradoxe le plus célèbre, celui de la tortue. Il disait que le grand héros Achille ne pourrait jamais rattraper une tortue qui aurait une petite avance parce qu'il devrait toujours parcourir la moitié de la distance restante à l'infini. Sauf que, les mathématiques modernes nous prouvent aujourd'hui de façon très élégante qu'à une vitesse normale, il faut exactement 20 petites secondes à Achille pour balayer cette illusion. Donc, fin du mirage mathématique, on peut maintenant se reconcentrer exclusivement sur le concret et sur notre Zénon stoïcien. Troisième partie, l'évolution du stoïcisme sur 5 bons siècles. C'est le voyage épique d'une idée de la Grèce antique jusqu'au sommet de l'Empire romain. C'est super intéressant de voir comment cette philosophie a muté. Au début, l'ancien stoïcisme était très abstrait, très focalisé sur la logique pure. Ensuite, le moyen stoïcisme a commencé à arrondir les angles pour s'exporter vers Rome. Mais c'est le stoïcisme impérial qui est vraiment fascinant. La philosophie devient concrète, taillée pour les vrais problèmes humains, avec toutes nos imperfections. C'est exactement pour ça qu'elle a pu servir de guide aussi bien à Épictète, qui était un esclave brutalisé, qu'à Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à la tête de l'Empire. Le grand écart est total, mais l'outil reste le même. Et pour bien visualiser comment ils structuraient leurs pensées, les stoïciens utilisaient cette métaphore géniale de l'œuf, ses brillantes simplicités. La logique, c'est la coquille, c'est ce qui apprend à penser droit et protège le tout. La physique, la compréhension du monde naturel, c'est le blanc. Mais le cœur absolu, le jaune bien riche qui nourrit tout le reste, c'est l'éthique, l'art de vivre bien, tout simplement. Quatrième point, on entre dans le vif du sujet, les principes cardinaux. En gros, quel est le système d'exploitation mentale du stoïcisme? Alors s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça, la dichotomie du contrôle. C'est le filtre absolu. On coupe toute la réalité en deux colonnes bien distinctes. Ce qu'on contrôle, nos pensées, nos jugements, nos propres actions. Et ce qu'on ne contrôle pas, la météo, l'économie, ce que pensent les autres. Le secret, c'est d'arrêter de gaspiller son énergie émotionnelle sur la deuxième colonne, pour tout investir sur la première. C'est la base même de la sérénité. Mais pour bien utiliser cette énergie, il faut un cap. Et ce cap, ce sont les 4 vertus cardinales. La sagesse, pour faire le tri entre le vrai et le faux. Le courage, qui n'est pas de l'absence de peur, mais une fermeté morale quand tout va mal. La justice, qui est vue comme le sommet de tout, pour traiter les autres avec équité. Et la tempérance, la fameuse maîtrise de soi.
Et attention, ce ne sont pas des concepts abstraits pour briller en société, ce sont de vrais outils de mesure pour évaluer chaque petite décision de notre quotidien. À ça, on ajoute 2 maximes percutantes. L'amor fati, l'amour du destin. L'idée, ce n'est pas juste de serrer les dents quand on prend un coup dur, c'est de se dire que l'obstacle est le chemin. On l'utilise pour avancer. Et puis, le fameux memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ça peut paraître un peu sombre comme ça, mais pas du tout. Au contraire, garder en tête que notre temps est compté, c'est le meilleur moyen de balayer les faux problèmes d'ego et de vivre l'instant présent à fond. 5e étape, la Renaissance contemporaine. Pourquoi est-ce qu'on parle encore autant de cette vieille philosophie aujourd'hui? Eh bien, la preuve la plus éclatante, elle est dans les cabinets de psychologie. Aaron Beck, le grand pionnier de la thérapie cognitivo-comportementale, s'est directement inspiré des idées d'Épictète. Comprendre qu'on peut changer nos émotions destructrices en modifiant nos jugements conscients, c'est un véritable tournant dans la médecine moderne. Et au-delà de ça, le stoïcisme aujourd'hui, ce sont des communautés énormes à travers le monde, et c'est devenu la méthode de prédilection pour garder la tête froide dans des milieux où la pression est maximale, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans l'entrepreneuriat. 6e et dernière partie, on passe à la pratique. Comment on muscle concrètement sa résilience? Voici 3 exercices stoïciens imparables. D'abord, on a l'examen de conscience du soir, que Sénèque adorait faire. Avant de dormir, on passe la journée au scanner avec 3 questions toutes simples. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux gérer? Et qu'est-ce que j'ai appris? Le but n'est surtout pas de se flageller ou de culpabiliser, ça c'est toxique. L'idée, c'est vraiment de faire une auto-évaluation presque chirurgicale, juste pour ajuster le tir pour le lendemain. Ensuite, on a un truc redoutable, la vue d'en haut. Marc Aurèle l'utilisait tout le temps. Quand la pression de gérer l'Empire devenait trop folle, il s'imaginait la Terre vue depuis l'espace. C'est un dézoom mental hyper puissant. D'un seul coup, nos angoisses les plus dévorantes retrouvent leur taille réelle, celle d'un point minuscule dans l'immensité de l'univers. Alors non, ça ne fait pas disparaître le problème par magie, mais ça lui redonne des proportions qu'on est capable de gérer. Et pour finir, la pièce maîtresse, la discipline de l'assentiment. Quand on se prend un choc ou qu'une grosse émotion monte, le réflexe stoïcien, c'est d'appuyer sur le bouton pause. On crée un mini-espace de silence, on regarde le fait brut, objectif, et on le détache du jugement qu'on est en train d'y associer. Et c'est exactement dans cette petite fraction de seconde que réside notre liberté de choisir une réponse rationnelle, plutôt que de plonger la tête la première dans une réaction impulsive. Ce qui nous amène à une réflexion finale qui mérite qu'on s'y attarde. Dans une époque où tout va trop vite et où les incertitudes s'accumulent, est-ce que maîtriser nos propres jugements intérieurs ne serait pas finalement la seule et unique forme de liberté qu'on ne pourra jamais nous enlever? C'est tout le défi que nous lance cette incroyable philosophie. Au fond, c'est une invitation à comprendre qu'on ne sera jamais à l'abri en essayant de contrôler l'océan, mais qu'on peut toujours en revanche apprendre à être le capitaine absolu de son propre esprit.